Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir avec au sommaire. Alassane Ouattara a pris part ce jeudi à une réunion de haut niveau sur le financement du développement en Afrique dans ce contexte de crise sanitaire. Une réunion à laquelle plusieurs chefs d'État ont pris part. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont désormais libres de tout mouvement. La Cour pénale internationale vient de lever 4 restrictions à leur endroit. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis l'Office national de protection civile prépare ses équipes à d'éventuelles inondations. Objectif cette année, 0 perte en vie humaine. Le chef de l'État a pris part à une réunion de haut niveau sur le financement du développement dans ce contexte de crise sanitaire ce jeudi. Cette réunion a été à l'occasion pour le chef de l'État de faire des propositions ambitieuses de financement pour le développement de l'Afrique post-Covid-19. Comment vivre avec la Covid-19 et poursuivre les projets de développement? C'est la lancinante question à laquelle est confrontée la communauté internationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à la réflexion au cours d'une réunion de haut niveau des Nations Unies. Au regard des efforts financiers consentis dans les pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie pour soutenir leurs économies, il apparaît évident que l'après-Covid en Afrique nécessite dès à présent une réflexion globale sur la problématique du financement des économies africaines. Et je voudrais en cela saluer l'initiative prise par le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Il est évident que les pays ont des défis importants et que néanmoins le monde est global et nous devons penser aux pays les moins favorisés. Donc je m'inscris dans les grandes lignes des propositions faites par mon frère, le président Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et président de l'Union africaine. Et notez que la COVID-19 nous donne l'occasion de réaffirmer un certain nombre de grands principes et actions. Tout d'abord, nous devons réaffirmer notre engagement collectif autour des objectifs du développement durable. Et j'ai apprécié tout à l'heure les interventions qui ont été faites à ce sujet, notamment par mon ami le secrétaire général Guterres. Pour le patron de l'ONU, le coût de l'inaction serait lourd aussi bien pour les pays en développement que pour les bailleurs de fonds. Il a demandé que des mesures collectives soient immédiatement prises dans 6 domaines revêtant une importance capitale. Renforcer les liquidités mondiales, alléger le poids de la dette pour tous les pays en développement et pays à revenus intermédiaires, encourager les créanciers du secteur privé à alléger la dette des pays en développement, relancer les investissements dans les secteurs favorisant le développement durable, lutter contre les flux financiers illicites, reconstruire le monde post-coronavirus sur des bases plus durables. Je vous le disais, la Cour pénale internationale a décidé de révoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour rappel, ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des faits qui remontent à la crise post-électorale de 2010 à 2011. Salif Yalekwe. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé ce vendredi de modifier les conditions de mise en liberté de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique. Selon un communiqué de presse de la CPI, diffusé via son site internet officiel, la Chambre d'appel a décidé de révoquer les conditions suivantes. 1. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. 2. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. 3. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Par contre, la Chambre a décidé de rejeter la requête de la défense de Laurent Gbagbo, demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt, lui accordant, ainsi qu'à l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire, Blé Goudé, une mise en liberté conditionnelle.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés lors d'un procès en première instance qui s'est tenu entre janvier 2016 et juillet 2019 de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrés en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Et puis ce bilan toujours en hausse du coronavirus, 85 nouveaux cas enregistrés et un nouveau décès ce jeudi. On écoute le directeur de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 28 mai 2020, 85 nouveaux cas de Covid-19 sur 487 échantillons prélevés, soit 17% des cas positifs. 24 guéris et un décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 80 ans décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 28 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2641 cas confirmés, dont 1326 personnes guéries, 32 décès et 1283 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 021. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et que le port du masque est obligatoire lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Vous avez donc entendu les précisions du directeur de la Santé. La Côte d'Ivoire compte désormais sur son territoire 2641 cas confirmés à la maladie à coronavirus, 1326 guéris, 32 personnes décédées et 1283 cas actifs, comme c'est indiqué sur ce graphique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi un conseil national de sécurité. Il a décidé du maintien jusqu'au dimanche 14 juin prochain de l'état d'urgence, de l'isolement du Grand Abidjan, de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, ainsi que de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À quelques jours du lancement de la révision de la liste électorale, phase décisive pour la tenue du scrutin d'octobre prochain, les partenaires techniques et financiers se mobilisent. Réunis au sein du système des Nations Unies, ils se sont engagés ce jeudi à œuvrer aux côtés de la Commission électorale indépendante pour la réussite du processus électoral. Timé Danger, Fulgence Kissiedo. L'assistance électorale sollicitée par la Côte d'Ivoire pour la parfaite organisation des élections est en marche. Experts du système des Nations Unies et de la Commission électorale indépendante se concertent sur les modalités pratiques de cet appui pour des élections répondant aux normes internationales. Au terme des échanges au Pullman Hotel d'Abidjan Plateau, les partenaires techniques et financiers du système onusien ont souligné leur engagement à accompagner la CEI pour la crédibilité du processus électoral. Nous avons eu vraiment d'excellents échanges qui ont permis aux partenaires de la Côte d'Ivoire et pays amis de la Côte d'Ivoire de mieux comprendre comment ces élections allaient se dérouler, d'aborder des sujets qui permettraient de renforcer à la fois la transparence et la crédibilité de ce processus électoral. Lors de la rencontre, des contingences susceptibles d'empêcher le respect des délais ont été soulevées. Sur la question, à en croire le coordonnateur résident du système des Nations Unies, des suggestions ont été faites. De très bonnes suggestions ont été faites. Par exemple, si il y avait beaucoup d'affluence lors de cette inscription sur la liste électorale et que le délai fixé nécessitait une extension de quelques jours, et bien naturellement, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Nous avons également discuté des voies et moyens aussi pour s'assurer que les résultats qui seront proclamés par la Commission électorale et indépendante puissent être faits dans les meilleurs délais possibles. Le président de la CEI salue les échanges du jour. Pour lui, le processus électoral est en bonne voie. Ils ont voulu savoir un peu certaines dispositions du code électoral
Et puis, nous sommes à la veille de la grande révision de la liste électorale. Donc, ce fut l'occasion d'en parler et voir un peu la modalité pratique d'exécution de notre mission. En tout cas, nous sortons satisfaits de cette énième série de réunions. Et certainement, ce n'est pas la dernière, ce n'est que le début. Et en tout cas, on est satisfait de ce partenariat. Cette réunion, avec les partenaires techniques et financiers des élections, intervient à quelques jours de la révision de la liste électorale, dernière ligne droite de la tenue du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Cette étape se tient du 10 au 24 juin prochain. 100 milliards de francs CFA, c'est le fonds de soutien mis en place par le gouvernement pour soutenir les grandes entreprises impactées par la crise sanitaire. Elles pourront en bénéficier sur certains critères. Une déclaration du ministère du Commerce lors du point de presse quotidien du gouvernement. C'était aussi l'occasion pour les autorités sanitaires de sensibiliser sur les vaccinations en forte baisse actuellement. Salif Yalekwe, Aruna Zeba. 100 milliards de francs CFA. Telle est la manne financière dégagée par le gouvernement ivoirien pour soutenir les grandes entreprises impactées par la pandémie du Covid-19. Un fonds qui vise, entre autres, à assurer le maintien de la production et surtout préserver les emplois. Pour en donner les critères, la tribune du point de presse quotidien sur le Covid-19 a reçu cet après-midi la chargée de la mobilisation des fonds au ministère du Commerce. Qui pourrait bénéficier des appuis du fonds dans cette phase transitoire? Toute entreprise de droit ivoirien opérant sur le territoire national, quel que soit le secteur d'activité, peut bénéficier des appuis du fonds de soutien, à condition qu'elle réalise du fonds de soutien des grandes entreprises, à condition qu'elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard, et ce, sur les exercices 2017, 2018 et 2019. Cette entreprise devra pouvoir justifier qu'elle a été impactée par la crise sanitaire du Covid-19 et qu'elle a commis une perte de chiffre d'affaires d'au moins 30%. Le fonds intervient par des prêts directs aux entreprises, mais des prêts à taux spécial, puisque le taux de ces prêts-là est de 75% environ hors taxe. Du côté du ministère de la Santé, l'on s'inquiète de la baisse du taux de vaccination ordinaire en raison de nombreuses rumeurs sur des essais liés à la maladie, à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait rassurer les populations que, conformément à ce qui avait été dit par le gouvernement et relayé par son porte-parole, il y a quelques semaines, la Côte d'Ivoire, à ce jour, n'a autorisé aucun essai clinique ou n'est candidat à aucun essai clinique. Continuons donc à faire vacciner les enfants et les femmes enceintes, selon le calendrier vaccinal en vigueur. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, continue de faire face au Covid-19. Un Conseil national de sécurité, présidé ce jeudi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a décidé, entre autres, du maintien de l'état d'urgence, de l'isolement du Grand Abidjan et de la fermeture des frontières. L'Office national de la protection civile a préparé hier ses équipes à affronter d'éventuelles inondations. D'importantes pluies sont en effet annoncées dans les prochaines semaines. L'objectif cette année, éviter des pertes en vie humaine. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Depuis quelques jours, des pluies abondantes et régulières s'abattent sur Abidjan. Une situation qui fait craindre de possibles inondations. L'Office national de la protection civile, structure d'État en charge de la prévention des risques d'inondation, mais aussi d'organisation des secours en cas de sinistre, est déjà en alerte. Ce matin, séance de travail. Le directeur général de l'ONPC passe en revue les dispositions pratiques avec ses collaborateurs. Ensuite, nous avons procédé au renforcement des capacités des acteurs en ce qui concerne l'interprétation et l'utilisation des données météo. La pièce d'à côté, une salle de veille qui coordonne les 30 centres de secours répartis sur 4 régions de secours à travers le pays. Ici, ce sont en moyenne 50 alertes qui sont traitées par jour. Oui, allô, c'est bonjour. Le ciel est chargé d'eau cette année. La météo prévoit des précipitations un peu au-dessus de la normale. Amankou Gabin rappelle les missions de l'ONPC et appelle les populations à la vigilance. L'ONPC, qui est une structure de coordination
donc assure la coordination opérationnelle de toutes les structures qui ont en charge la protection civile. Et pour y arriver, cet instrument-là s'appelle le CEGIC, le Centre interministériel de gestion des crises. Nous l'avions déjà activé dans le cadre de ces pluies pour que tous les opérationnels, chacun dans son rôle, puissent travailler au bénéfice des populations. Lorsque vous deviez sortir par temps de pluie, il faut éviter les zones inondées. Si vous êtes dans une zone à risque, il faut l'éviter, il faut sortir de ces zones. Le colonel Marius Yeo est le chef de département des opérations de secours. Il connaît bien les zones potentiellement à risque. On peut citer Yopougon, Cocody, Abobo, Adjamé, Atekoubé essentiellement. Les autres communes ne sont pas exclues puisque par certains travaux, les ouvrages prévus pour l'évacuation normale des eaux pluviales peuvent être bloqués et donc des zones qui ne sont pas potentiellement à risque peuvent devenir à risque. D'où le travail de veille en coordination avec les différentes mairies. Aucun cas de décès n'est à déplorer depuis le début de la saison des pluies. Les ouvrages réalisés ou en cours de réalisation sont en bonne partie à la base de ce résultat. Un résultat que les agents de l'Office national de la protection civile veulent maintenir à travers des visites de terrain et de la sensibilisation. Les agences de voyage subissent une crise sans précédent en raison de la pandémie de Covid-19. Il n'y a quasiment plus de vols, donc plus de séjours. Certaines agences déclarent même avoir des pertes allant jusqu'à 100%. Face à ces difficultés, quel avenir et quelle possibilité de sortie de crise pour les acteurs du secteur? C'est le dossier du jour proposé par Nadja Edja, Fulgence Kissiedou et Mathurin Badet. Le ciel s'est assombri pour les agences de voyage depuis la survenue du coronavirus. Marie-Reine Koné, directrice d'une agence de voyage et par ailleurs présidente de l'Association des professionnels de voyage de Côte d'Ivoire, est sous le choc. De mémoire, son secteur n'avait jamais connu pareille turbulence. Nous n'avons aucune perspective. On ose espérer qu'à la fin du mois, il puisse y avoir une autorisation d'ouverture des frontières ici en Côte d'Ivoire. Est-ce pour autant la solution à notre problème? Non, parce qu'un avion, pour décoller et atterrir, doit franchir au moins 2 frontières. Nous n'avons jamais rencontré cette situation. C'est l'inconnu la plus totale. Dans cette entreprise multiservice, le pilier, c'est l'agence de voyage. Comme tous les autres, la gérante s'est sentie au bord du précipice. 0% de chiffre d'affaires en 2 mois, avec en prime des charges fixes à honorer. C'est avec émotion qu'elle explique sa situation. On a commencé à le ressentir à partir de février. C'était dur. Je n'ai pas envie d'évoquer certains problèmes parce que ça va me faire couler un peu des larmes. Bon. Et quand je suis arrivée que je n'arrivais pas à les payer tout et tout, c'est avec un pincement au cœur. C'est un cri de cœur que je lance. Si l'État pouvait carrément annuler certaines dettes. Dans cette crise, toutes les agences de voyage sont impactées, à l'instar de celle d'Andrea Billy. Directrice d'une agence de voyage axée à 60% sur l'organisation de voyages touristiques locales, Andrea ne se rend au boulot qu'une fois par semaine, depuis la fermeture à cause de la pandémie. On a une permanence une fois par semaine, en général, pour pouvoir un peu les factures qui ont été laissées, les réclamations des clients, parce que là, quand le client appelle sur le fixe, il tombe sur un répondeur, donc on pouvait voir le répondeur, est-ce qu'on a des messages urgents. Se réinventer ou périr, c'est ce qu'a compris cette jeune entrepreneure. De retour à la maison, elle travaille avec son collaborateur sur un nouveau projet de voyage touristique à proposer pour ses vacances. Cet axe-là, c'est le développement durable dans le tourisme. Donc on veut voir comment est-ce qu'on peut avoir le maximum de sites locaux qu'on peut exploiter selon des concepts tout à fait nouveaux. Une innovation que préconise la présidente de l'APV, toutefois sans grande conviction. On va peut-être avoir quelques activités de tourisme à l'intérieur du pays, ça c'est certain. Nous allons essayer de proposer, mais on a si peu de structures touristiques.
Face à cette inquiétude, le ministre de tutelle s'est voulu rassurant. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire a permis de mettre en place plusieurs projets touristiques pour développer le tourisme local. Il s'agira pour nous d'abord de développer le tourisme domestique et les agences de voyage. On a d'ailleurs Sublime Côte d'Ivoire qui a plus de 5 voire 7 produits touristiques. Cette crise vient de démontrer que nous avons besoin de nous réapproprier les valeurs les plus essentielles qui fondent notre existence et notre authenticité à travers le reste du monde. Cependant, il en faudra bien plus pour que les agences de voyage redécollent après la foudre qui s'est abattue sur le secteur. Nous demandons des indemnités de chômage. Nous demandons également une exonération d'impôts pour 2020. Alors, on a obtenu des reports, mais un report, il faut payer au bout. Et si on n'a pas de chiffres, si on n'a toujours pas de compagnie intercontinentale qui arrive sur notre tarmac d'Abidjan, on fera comment? Nous avons besoin également d'actions auprès de IATA. Ces actions auprès de IATA seraient au niveau d'allègement pour le règlement de cette première facture. Selon une estimation de l'Association internationale du transport aérien, IATA, le trafic ne reprendra normalement qu'en 2023. D'ici là, les agences de voyage nationales craignent le pire. Notons qu'elles sont environ 660 reparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Avec la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux couples ont dû faire une croix sur leur projet de mariage. D'autres, en revanche, ont décidé d'en faire fi et se dire oui en pleine pandémie de Covid-19. C'est un sujet à voir dans NC Reportage ce soir, juste après le JT, la météo de Maïmouna. Un extrait. Un mariage à tout prix en pleine pandémie de Covid-19. Et pour cause, Edwige attend ce moment depuis de longues années. Ce que je sais, c'est que j'avais prévu me marier. J'avais prévu ça. Me marier en mai, en juin, en vacances. Et voilà que le Covid arrive. Bon, on a jugé bon de voir si c'était possible de le faire. Et nous sommes renseignés, nous sommes allés à la mairie, après au niveau de l'église pour voir dans la faisabilité en fait. Et Dieu merci. On nous a dit qu'on peut le faire. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle, le Covid-19 est bien réel et continue à faire des victimes dans le pays. Respectez donc les mesures barrières. Ce jeudi, on enregistre en Côte d'Ivoire 2641 personnes contaminées au Covid-19, 1326 personnes guéries et 32 personnes décédées. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.